Bonsoir et bienvenue, c'est la causerie des amis, c'est 20h20 comme d'habitude et ce soir, un petit sujet qui est pas mal. Ouais. Et ben voilà, c'est parti. Bonsoir monsieur Marius, comment ça va-t-il? Salut Bernie, salut tout le monde, ben je vais tranquillement. Bon, alors ce soir plutôt ça va être je vais et je viens. Après tu finis la suite comme tu veux. Comment? Attends, j'ai pas compris. J'ai dit ce soir ça va être je vais et je viens, après tu finis comme tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire en cause? Eh ben c'est une chanson de Gainsbourg, je vais et je viens. Et la suite c'est entre tes reins. Bah oui, puisqu'on va parler ce soir d'infidélité. Ouais. Et donc le temps de retrouver ma petite bande audio et on est parti. Surtout que j'ai pas pris les bonnes lunettes ce soir, mais c'est pas grave, c'est parti. Ce soir, à la causerie, libération sexuelle et infidélité. Ce moment de libération sexuelle s'ouvre dans les années 1950 pour se refermer en 1986 avec l'apparition du sida. Et maintenant, qu'en est-il? Est-ce que tromper son conjoint est un choix ou une pulsion incontrôlable? On tente d'y répondre ce soir 20h20 à la causerie. Et voilà. On va essayer d'y répondre. On va essayer de répondre à cette question qui est toute simple en fait. C'est la libération sexuelle, c'est dans un premier temps. Et la deuxième, c'est par rapport à la tromperie et l'infidélité. Ouais. Bonsoir, alors je dis bonsoir à Odile, bonsoir à Régine, bonsoir à Dimitri, qui c'est que j'ai oublié? Et puis ceux que j'ai oublié, je suis désolé parce que je ne vous vois pas tous. Bon ben je les salue aussi à tous ceux qui sont déjà là. Alors, vas-y pendant que je meuble un peu là. Mais attends, tu parles de quoi là? J'ai dit vas-y, De je la meuble. libération sexuelle des années 50 jusqu'à 86. Ben, en Bon, fait, maintenant, il y a une libération nouvelle qui a eu par la suite, quand ils ont trouvé les différentes façons de se protéger du VIH, c'est ça. entre autres les préservatifs, et puis d'autres méthodes, même quand on est déjà malade, la crithérapie et tout ça. Donc il y a une seconde libération qui a commencé aux alentours de l'an 2000. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des mots, il y a des pratiques qui se faisaient pas, par exemple à l'origine de l'an 2000, et qui aujourd'hui sont dans les comportements normaux, sont dans les langages courants. Voilà, donc la libération, quelque part, elle se poursuit. Elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a peut-être connu un petit coup bas par l'apparition du sida, mais elle est toujours en marche. Et cela n'a pas commencé aux années 50. Seulement, moi, Ça a commencé depuis plus longtemps que ça. Déjà dans les années 20, ce qu'on appelait les années folles, eh bien, on voyait déjà une forme de libération sexuelle. Ouais. T'as pas l'impression que justement ces libertés semblent menacées en France par le monde ecclésiastique et certains intégristes? Intégriste, c'est un peu fort le mot, mais... Partout dans le monde, cette libération sexuelle est freinée justement par des considérations morales ou religieuses. Et certains endroits plus radicaux que d'autres endroits. Bon, par exemple, dans les territoires musulmans, cette libération sexuelle, elle aura encore beau être courante en Occident, et bien, pour ces pays-là, ce sera encore plus difficile. Faut pas oublier aussi que c'était une égalité entre les hommes et les femmes face à la sexualité, mais aussi à la contraception, à l'avortement, la liberté des homosexuels à vivre leur sexualité et la liberté du corps qui deviennent des revendications centrales de cette révolte. Oh ben, tout ça n'a pas été de seul tenant, comme tu le dis. Non, j'ai dit... Cela n'a pas été une liste à la Prévert de revendications qu'on aurait soumises à la société. C'est l'intégralité, c'est-à-dire de 57 à 86. Non, il y a eu plusieurs coups de boutoir, l'un a entraîné l'autre, mais c'est pas que comme si c'était une liste qu'une entité quelconque aurait préparée pour dire voilà ce qu'on va revendiquer. Pas du tout. C'est à mesure, au fur et à mesure que certaines personnes prenaient des libertés, que ces libertés-là
comment dire, progressait dans la société et que c'est devenu une norme, presque. Mais faut pas oublier qu'en 49, Simone de Beauvoir... Certaines personnes allaient plus loin au-delà des limites qui étaient admises à cette époque-là. Voilà. Bon, en 49, Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe. Est-ce que tu l'as lu ce livre? Non. Bon. Donc elle a été traitée de pornographe. La contraception n'étant pas encore une science exacte à l'époque, l'abstinence devenait la méthode la plus pratiquée pour éviter les naissances non désirées. La sexualité reste intime et ignorée. Les femmes arrivent encore vierges au mariage. Ça, c'était à l'époque en 49. Je sais pas si tu te rends compte. Mais tu es en train de me dire ce que je suis même en train de te dire. Mais oui, j'appuie ce que je te... En étape. C'est-à-dire que quand il y a une partie de la société qui entame une forme de libération, c'est ça. Eh bien, ça infuse dans la société et à un moment donné, ça devient une norme. Voilà. Et bien là, on en est où par rapport à l'infidélité et la libération sexuelle? J'y arrive pas. L'infidélité, quelque part, n'est même plus répréhensible. À une époque, tu étais condamné pour infidélité. Aujourd'hui, qui va être condamné pour infidélité? Alors justement... Tu vois qu'il y a une progression dans les mœurs et dans l'acceptation de ces mœurs-là. Ben justement, avant de faire ce sujet, j'ai un petit peu potassé et je me suis rendu compte qu'en fait, l'infidélité n'était plus valable pour un divorce. Ce qui était totalement surprenant parce qu'avant, on prenait un huissier, on faisait constater l'adultère. Et justement, une fois que l'adultère était constaté, eh bien, on pouvait mettre ça aux pièces du dossier pour le divorce. En matière de justice, et surtout en matière de divorce, il y a tellement de considérations qui rentrent en ligne de compte que maintenant, on ne sait plus qu'est-ce qui est primordial. Est-ce l'infidélité? Est-ce la non-assistance à la personne? Ou est-ce que c'est ceci? Ou est-ce que c'est ça? Parce que tu peux être infidèle et pouvoir aux besoins de ta famille. Alors qu'est-ce qui est le plus répréhensible? Quelqu'un qui est fidèle et qui n'arrive pas à pouvoir, ou en tout cas qui ne pourvoit pas aux besoins de sa famille. Alors quel sera le jugement apporté en cas de divorce? Donc on voit bien que ce sont des circonstances qui font qu'on peut prendre en compte telle ou telle considération plutôt qu'un autre. Ça, après, c'est à chacun de se faire sa petite idée par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'un juge, lui, dira, bah écoutez, cette femme essaye de donner à manger et la fidélité, bah paye. On va dire ça comme ça. C'est un peu, je sais, c'est un peu raccourci. Tu vas encore me dire que je fais des raccourcis. Je vais te dire ok. Non, oh là là, il est d'accord avec moi. Ouais, pardon. Comme disait l'autre dans L'Arme Fatale. Ok. Ouais, oublie pas, Schwarzenegger disait I be back, hein. Alors, Odile nous dit, ah bon, bah oui, par rapport à l'adultère. Régine nous dit, donc le divorce, pour faute, n'est plus reconnu, Bernie. Depuis quand? Alors, je sais plus l'année, mais il y a à peu près 5-6 ans. Je dirais à peu près. En la matière, je vais pas m'enfoncer dans cette. Je me suis rencardé avant. Qu'est-ce que tu crois? Je bosse un petit peu le sujet. Je ne te dis pas le contraire. Ah, je oui, te dis simplement que moi, je n'en sais rien. D'accord, parce que. Je peux quand même admettre des fois que je ne puisse savoir pas tout quand même. Mais alors là, mesdames, messieurs, c'est un jour exceptionnel. Marius ne sait pas. Pourquoi c'est un jour exceptionnel? Bah tu sais, en général, on va dire, t'as un peu réponse à tout. Ben, c'est toi qui fais ce jugement-là, mais pas moi. Ah ben, peut-être, hein, je ne sais pas. Bon, alors, libération sexuelle. D'ailleurs, justement, je voulais rectifier quelque chose que tu as dit hier. Bisous, Christelle. Hier, quand tu as dit qu'on avait discuté au sujet des supermarchés. Oui. Moi, je ne t'ai pas dit qu'il y aura toujours à manger dans les supermarchés. Ce que moi, je t'ai dit, c'est qu'on en sera à 3 jours de l'anarchie. Yes, mais oui. Ça y est. Attends, bouge pas, Marius. Aïe, c'est fait, ça fait mal. Voilà, c'est fait. Alors, 3 jours de l'anarchie, explique pourquoi. On va... Ben, quand il n'y aura plus rien dans les supermarchés. Eh ben voilà. C'est ce que moi j'ai dit, quand il n'y aura plus rien dans les supermarchés. 3 jours, ce sera l'anarchie.
Parce que justement, les gens se boufferont les uns les autres pratiquement parce qu'il n'y a rien dans les supermarchés. C'est ça que je t'ai dit, moi. Je t'ai pas dit qu'il y aura toujours dans les supermarchés quoi que ce soit. Hein. Quel enchaînement avec le cannibalisme sexuel. Pourquoi tromperie? Pourquoi les gens se trompent en général? Pourquoi les gens se trompent? Ouais. Ben, les gens se trompent parce que c'est la nature humaine. Quand tu vas dans un coin que tu ne connais pas, ouais, et que tu roules, tu arrives à un carrefour. T'as pas de carte, t'as rien, tu prends une direction. Oui. Tu en prends une. Oui. Eh bien, arrivé à un certain point, tu te dis, ah non, là, ça doit pas être là où je devrais aller. Eh bien, tu fais demi-tour, et puis tu vas dans l'autre direction. D'accord. Eh bien, quand les gens se rencontrent en matière de relations humaines, c'est un peu la même chose. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est comme si tu arrives à un carrefour, et c'est soit tu suis la personne, ou soit tu ne la suis pas. Ouais. Et dans le cas où si tu la suis, tu ne sais pas où elle va t'emmener. Et si à un moment donné, tu vois qu'elle t'emmène à un endroit où tu n'aurais pas voulu aller, eh bien, tu fais demi-tour. Bon alors, j'ai une question, j'ai un message WhatsApp et en même temps, j'ai une question auquel je vais essayer de répondre. C'est parti, est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonsoir, c'est Josiane. Je voulais intervenir concernant le sujet de ce soir. Donc, je suis pas tellement d'accord en disant que la libération sexuelle s'est ouverte dans les années 50, ça c'est un peu vrai, mais pour se terminer dans les années 86, ça je suis pas entièrement d'accord. Je pense pas qu'elle soit terminée d'ailleurs, et je ne pense pas que le sida, malheureusement, ait arrêté cette libération sexuelle. Peut-être depuis quelques années, il y a une prise de conscience et encore. Voilà, ça c'est mon avis à ce sujet-là. Et en ce qui concerne tromper son conjoint, est-ce que c'est un choix ou une pulsion incontrôlable? Alors je préférerais que ce soit un choix plutôt qu'une pulsion incontrôlable. Parce que pulsion incontrôlable voudrait dire que c'est quand même grave. Une pulsion incontrôlable, c'est médicalement parlant, il faut être un petit peu atteint, à mon avis. Hein. Voilà. Ensuite, tromper son conjoint, ma foi. Moi, pour ma part, je trouve que c'est quelque chose d'infaisable, d'inexcusable. Quand tu choisis un compagnon ou une compagne, tu t'engages quand même à être fidèle, hein, tu t'engages à être respectueux, tu t'engages à... C'est parce que tu aimes, c'est pas parce qu'on te force, enfin, normalement. Donc tu te dois quand même d'être fidèle. Voilà. Ensuite, si tu penses que tu ne peux pas être fidèle, mais il vaut mieux ne pas avoir de compagne ou de compagnon, et puis vivre ta petite vie seule ou seule, et puis faire ta vie sexuelle au hasard des rencontres. Hein. Voilà, qui peuvent durer un jour, un mois, 6 ans, comme tu veux. Mais en même temps, je pense, à mon avis, qu'il vaut mieux quand on est avec une personne, le mieux de la respecter et d'être fidèle. Voilà. Tromper, est-ce que c'est un choix? Et après, tout dépend aussi le contexte. Il y a des situations qui font que on est obligé de tromper son compagnon ou sa compagne parce que il y a le harcèlement sexuel, parce que voilà, il y a tout un tas de raisons, promotion canapé, qui font que on peut éventuellement tromper l'autre. Mais voilà, à part ça, si c'est quelque chose de décidé, de voulu, moi je trouve que c'est très moche. Ok, après j'aimerais bien que Bernie m'explique pourquoi pulsion incontrôlable, ce qu'il appelle pulsion incontrôlable, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, salut, c'était ma petite causerie à moi ce soir. Ciao. Bon merci Josiane d'avoir laissé un petit message. Mais c'est quoi une pulsion incontrôlable? C'est ce qu'on appelle chez l'homme la pulsion du bas du ventre. Voilà, tout simplement. Alors après c'est vrai qu'il peut y avoir une pathologie. Mais aussi il peut y avoir une envie purement naturelle et animale. Non Marius, t'es pas d'accord avec moi? Écoute, si tu commences ta phrase par la négative, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je commençais par le négatif, mais arrête. Positif. Positif. N'est-ce pas Marius? Encore du négatif. Oh là là. Je
qui commence par N, c'est négatif. Bah alors, c'est pas vrai? Merde, c'est négatif. Oh, tu m'agaces. Il a décidé de me... Tu aurais dû simplement dire, d'accord Marius? Hein, Marius? Voilà. Bah. Tu aurais dit oui ou non? Hein? Bon, écoute, en matière de pulsion, quelqu'un qui va dire c'est une pulsion ou ce n'est pas une pulsion, ce n'est que la personne qui va le dire. Moi-même, je ne connais pas les pulsions des autres. Je ne sais pas la limite qu'une personne peut supporter avant de succomber à ce que vous appelez pulsion. Ce que je sais, moi, c'est que tout est régi par des hormones. Et en l'occurrence, on n'est pas maître de ces hormones-là. Bon, si la pulsion arrive, c'est que c'est naturel. C'est pas la peine de la réprouver, ça ne sert à rien d'autre que justement se stresser. Donc répondre à une pulsion, c'est la chose la plus naturelle qui soit. Bon. J'ai une question dans ma tête, je te la poserai après, parce que là il faut que je lise aussi ce que les gens disent. Christelle nous dit pas forcément par rapport à ce qu'a dit Josiane, la majeure partie de la majeure partie ce sont des pulsions incontrôlables. Bon, ok. C'est pas qu'on a des pulsions incontrôlables, qu'on soit malade. Ok. Et puis Dimitri qui nous dit toujours avec ses petits jeux de mots, on parle de quoi? De la pression artérielle? Alors moi j'ai une question, parce que c'est vrai qu'une pulsion, où tu dis qu'il ne faut pas réfréner ses pulsions, mais est-ce qu'une pulsion peut être un fantasme? Mais la pulsion, c'est pas un fantasme. La pulsion, justement, c'est le résultat du fantasme. D'accord, donc je fantasme... Et à la limite, je dirais que le fantasme est un booster de pulsion. Puisque la pulsion, tu l'as intrinsèquement en toi. Ouais. Intrinsèquement en toi, cette pulsion-là. Maintenant, tu vas la booster, fantasme. Rajouter dans ta tête des images qui vont booster cette pulsion. C'est ça le truc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça la pulsion animale, me semble-t-il. Tu peux l'appeler comme tu veux. Il y en a qui vont l'accepter, il y en a d'autres qui ne vont pas l'accepter. Il y en a qui vont dire oui, mais il ne faut pas y succomber, ça fait de nous des animaux. Mais après tout, n'est-on pas des animaux? Ah, t'as dit un phrase, n'est-on pas, c'est négatif. La notion de mariage, il faut se poser la question, c'est du pourquoi. Ouais. Pourquoi a-t-on institué le mariage? Et est-ce que le mariage, c'est quelque chose d'absolument nécessaire? Il faut savoir que la première cellule économique, c'est la famille. C'est là que se passe le premier acte de consommation. Ce qui induit qu'il y ait des entreprises qui fabriquent justement ces produits de consommation. Allez-y, commentez. La première entité économique étant la famille, ils ont voulu la sacraliser pour justement permettre à tout le monde d'avoir une âme sœur, parce que dans la nature, ce sont seulement les plus forts, les plus aptes qui se reproduisent, justement pour toujours l'amélioration de l'espèce, pour la survivance de l'espèce. La survivance. Nous, on a choisi un autre système, on a décidé que le mariage résoudrait le problème de celui qui soit le plus fort, c'est lui qui a toutes les femelles. Et donc, en instituant ce mariage, on a commis peut-être deux erreurs. Le fait qu'on a modifié le cours normal de notre propre évolution, ou peut-être la retardé, parce que permettant à ceux qui ne sont pas aptes à se reproduire, c'est affaiblir l'espèce. Du point de vue des animaux, c'est comme ça que ça se passe. Si tu prends un animal qui n'est pas apte, qui est un peu handicapé, qui est un peu bizarre, tu le fais se reproduire, jamais en tant qu'agriculteur, tu ne vas pas faire ça. Tu vas choisir l'étalon le plus costaud, le plus apte, le plus, en apparence, le plus porteur de bonne gène, pour reproduire les vaches. Vive les étalons. Mais les étalons, c'est les chevaux, mon ami, ce ne sont pas les taureaux. Non, un étalon, c'est celui qui se reproduit. D'accord. On l'assimile surtout aux chevaux, mais c'est pour tout ce qui est mâle, c'est-à-dire l'étalon. D'ailleurs, on utilise le mot étalon en mesure. Voilà, comme ça. L'étalon de mesure. Vous aurez appris quelque chose ce soir. Comment? Vous aurez appris quelque chose ce soir. Régine nous dit, pulsion égale coup de canif dans le contrat, mais qui n'empêche pas l'amour. De
de quel contrat parle-t-on? Je suis en train de vous expliquer la provenance de ce mariage. Comme quoi ça n'a rien de naturel. Le mariage n'étant pas naturel, il est alors là naturel qu'il y ait tromperie. Ah, bah alors justement, Odile nous dit... Parce que pourquoi on a institué le mariage? C'est pour la transmission des biens. Ah. C'est pour la légitimité de l'héritier. C'est justement pour la filiation, pour savoir qui est le père de qui et qui hérite de qui. C'est à ça que servait le mariage. Eh bien, dis-toi bien que quand on a favorisé les divorces et on a remplacé tous les avantages que tu pouvais avoir dans le mariage, ouais, différents autres contrats, que le Pax et autres systèmes d'accouplement, j'allais dire, entre personnes, ouais, eh bien, tu vois le nombre de mariages baisser. Le nombre de mariages n'a cessé de baisser. Et encore, parmi ceux qui se marient, leur mariage ne dure pas plus de 2-3 ans maximum. Hors Pax? Donc non. On voit bien que ce n'est que par une question de sécurité que les gens se marient. Ouais. Et ils peuvent trouver dans d'autres styles de contrat ces mêmes sécurités-là, eh bien, ils ne jugent plus utile de se marier. Comme le Pax, par exemple. Il y a certaines personnes qui se mettent ensemble pour des raisons fiscales. C'est-à-dire sachant qu'une famille avec 2 personnes ont tant de parts et peuvent bénéficier de tels avantages fiscaux, ouais, les gens se marient ou bien se mettent dans un contrat d'union libre pour bénéficier de ces avantages fiscaux. Comme le Pax. L'amour n'a rien à voir avec le mariage maintenant. Hein? Ouais. Bon, alors attends, parce que Odile nous dit, c'est le sujet, tu as des pulsions, fais plaisir à ta compagne ou compagnon avant d'aller voir ailleurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette acceptation. Odile a dit ça, hein? Mais je ne suis pas d'accord dans la mesure où c'est pas parce que tu as une pulsion de manger des mangues et que c'est des ananas que tu as sous la main, parce que il faut pas que tu touches aux mangues, tu vas te gaver d'ananas. Bah, de mangue dont tu as envie, pas d'ananas. Alors, c'est ça le truc naturel des choses. Alors se priver de mangue sous prétexte que tu es avec l'ananas, eh ben où on va? Alors attends, parce que... C'est ça la réaction naturelle? Mais, ouais, mais je peux pas être contre toi, je suis d'accord avec toi. Odile nous dit, ne peut-on être des animaux à deux dans l'intimité du couple? Point d'interrogation. Moi j'ai déjà ma petite réponse, mais Marius, vas-y. L'intimité du couple, dès que tu es avec dès qu'il y a 2 personnes, c'est déjà un couple, que ce soit un couple légitime ou un couple illégitime. C'est toujours un couple. Et à ce moment-là, tu peux avoir des bases animales, rien ne t'en empêche. Par contre, il y a la loi qui te dit, eh bien, si tu te maries, eh bien, il faut que tu habites avec un tel. Mais si tu n'as pas envie d'habiter, et que tu as quand même envie d'être avec un tel, comment tu fais? Bah, c'est un couple avec deux logements. Mais c'est ça la libération sexuelle. C'est le résultat de cette libération. Parce que si on parle de libération sexuelle, c'est qu'il y avait quelque part un emprisonnement de la sexualité. Carrément. L'emprisonnement de la sexualité est dû déjà dans la croyance religieuse. Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. À partir de là, tu as mis, tu as mis sous clé le naturel de l'homme. Tu l'as mis sous clé, tu l'as enfermé. Eh bien, maintenant, on parle de libération sexuelle, c'est-à-dire se couper de toutes ces mythes, de tout ce dogme qui voulait qu'une femme appartienne à un homme. Il y a le fait que tu ne pouvais pas travailler sans l'accord de ton mari, que tu ne pouvais pas avoir de compte bancaire sans l'accord de ton mari, et plein d'autres choses que la femme ne pouvait pas faire. Oui, totalement. Fermé dans ce mariage. Ouais. Le mariage était une prison. C'est bien pour ça qu'on parle de libération sexuelle. Et je vous rappelle que les femmes ont brûlé... Libération tout court. Ouais. Mais je vous rappelle que les femmes ont brûlé leur soutien-gorge à une époque. Question de Régine.
pulsions virtuelles sont-elles égales à tromper? Moi, j'ai pas la réponse. Marius a la réponse? Pulsion quoi? Les pulsions virtuelles sont-elles, deux petits points, à tromper? Moi, j'estime que du moment c'est virtuel, bah, il n'y a pas... est-ce que ça veut dire... Régine, tu es en train de dire, est-ce que une pulsion virtuelle, c'est-à-dire aller sur YouPorn ou autre chose, c'est tromper? Pour moi, la réponse, elle est claire et simple, c'est non. Mais bon, après... Je ne peux pas, encore une fois, répondre à cette question à laquelle je n'arrête pas de répondre là. Mais si tu veux... Pourquoi quelque chose qui serait naturel devrait s'appeler tromper? Mais c'est justement... Alors, arrêtons avec ça. Bah, attends, tu sais qu'il y a plein de messages pendant que tu causes, Marius. Odile nous dit, bah, c'est bien pour ça que je suis toujours contre le mariage. C'était par rapport à avant. Régine nous dit, on s'embrouille. Geneviève nous dit, si je comprends bien, nous pouvons nous soumettre à la tentation impunément. Alors, pourquoi se marier? Mais se marier, j'ai bien donné la raison pour laquelle on le faisait. Oui, mais parce que je lis les messages après. La sécurité dans la filiation, dans l'héritage, dans la transmission des gènes. C'est à ça que servait le mariage. Un homme, une femme. C'était ça. Et donc cette entité économique-là avait des devoirs et avait des obligations. Et c'est pour ça qu'on puisse avoir ces mêmes avantages, obligations dans d'autres choses, dans d'autres formes de relations humaines, on le fait, sans le carcan que représente le mariage. Ben c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes qui sont catholiques ou du mouvement catholique sont parties manifester contre le mariage pour tous, justement. Régine nous dit, Marius, laisse parler Bernie, s'il te plaît, nos messages, zut. Ah, mais c'est bon, j'ai tout fini, ma chérie. Là, tu te fais engueuler encore. Ben, c'est pas toi qui te fais engueuler, c'est moi. Mais oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, ben, c'est pas grave. Non. Eh ben, tu vois, c'est bien pour ça que certaines personnes ne s'entendent pas avec d'autres. Pourquoi? On a tous une opinion sur une personne. Ouais. Et donc, si par exemple tu as une discussion avec ton conjoint et que ça se passe mal au niveau de la compréhension des arguments des uns et des autres, le type il sort, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Bah, il va voir ailleurs. Eh bien voilà. C'est pour ça que je le dis. Je le dis. Une femme pareille, peut-être qu'elle va pas sortir le soir même, mais demain dans la journée, peut-être qu'elle va sortir. Je ne le dis jamais assez, quand vous êtes avec quelqu'un, la discussion et la communication, c'est les bien fondés d'un couple. Quel que soit... Parce que avant de savoir si ceci est normal ou si n'est pas normal, demandez-vous qu'est-ce qui occasionne ces choses-là. Qu'est-ce que quoi? Là maintenant pour faire, comment on appelle ça, une thérapie de groupe. De couple? De groupe, j'ai dit. Bah non, c'est une thérapie de couple. J'ai dit, moi, de groupe. Pourquoi tu voudrais remplacer mon mot par ton mot? Bah, et pourquoi tu veux remplacer mon mot par ton mot? Qu'est-ce que tu racontes là? Bah, ce que tu viens de me dire. Je te renvoie la question. En général, c'est pour... Je ne suis pas là pour faire une thérapie de groupe. Ah, tu n'es pas là. J'avais pas entendu le départ, Marius. Ah, tu vois comment on peut commencer une discussion sans se comprendre? À total... s'apercevoir que finalement il n'y avait aucune raison pour qu'on en soit arrivé là. Bah merde, si j'avais su, je t'aurais insulté, je t'aurais envoyé les assiettes à la gueule. Mais justement. Bah voilà. Donc savoir écouter pour après avoir une réponse, c'est mieux. Bah tu vois, on peut vouloir répondre avant même que la question ne soit posée. Et certaines fois, là, ça pose de vrais problèmes. Évidemment. Quand quelqu'un répond à une question qui n'a pas été posée, c'est déjà suspect. Ou alors il est devin? Mais je te dis que c'est suspect. Ah. Puisque tu ne peux pas être devin, donc tu es suspect. Bah pourquoi je serais pas devin? Écoute, un homme rentre chez lui. Oui. Il dit à sa femme, j'étais chez moi, j'étais au restaurant avec des amis, donc je ne t'ai pas trompé. La femme dit non, je suis sûr que tu m'as trompé. Le gars dit, mais écoute, regarde, j'ai le ticket
du restaurant avec la date et tout, là où j'étais avec mes copains. La femme dit, évidemment, si tu m'avais trompé, tu aurais demandé à tes copains de te donner le ticket de caisse. Donc tu m'as trompé. Troisième possibilité, le type lui dit, bon ben écoute, hein, de toute façon je t'ai trompé. Est-ce que dans les trois cas, quels sont les, parmi ces trois cas-là, lesquels la femme va croire? D'après vous. Moi, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être blesser une bonne fois pour toutes et dire la vérité, plutôt que de mentir et que ça devienne une pathologie? Tu sais, le cerveau humain est programmé pour mentir. Ah, bah pas le mien. Je te dis que le cerveau humain Ça l'agace. est programmé pour mentir. Ouais. La première préoccupation de ce cerveau, c'est l'instinct de survie. Et pour survivre, il faut mentir. Bon. Mentir dans ce qu'on représente, ne serait-ce que, par exemple, montrer qu'on est plus gros qu'on soit. Oui. Regarde dans le règne animal, la grenouille qui veut se faire plus énorme que le bœuf. Donc le cerveau, il est pour la survie et donc il va utiliser tous les subterfuges, y compris le mensonge, pour survivre. Et donc nous-mêmes, notre cerveau, il est programmé pour mentir, pour te sortir de toutes les mauvaises situations. Et il faut qu'il le fasse vite. Régine nous dit, c'est juste une question de confiance, alors c'est marqué en majuscule et en gras, entre les deux, c'est tout. Ben si Régine... Par rapport à qu'est-ce qu'on doit utiliser comme réponse par rapport à ce que tu viens de dire. Attends 2 secondes. Evelyne nous dit, bonsoir, pas le mien, c'est pas beau de mentir, le nez va s'allonger. Voilà. Si vous voulez continuer à vous mentir à vous-même, c'est votre problème. Moi, je vous dis que le cerveau, il est programmé pour ça. Et tout le monde te dit c'est pas bien de mentir. Quoi? Tout le monde te dit c'est pas bien de mentir. La question de la morale, la question de la religion ne rentre pas en ligne de compte du fonctionnement du cerveau. Bah justement, est-ce que la religion déjà nous ment pas depuis le départ? C'est nous qui avons voulu un certain mode de vie pour la société. Donc on a décidé que mentir c'est pas bien. Mais la nature te dit que le mensonge c'est ça qui fait tourner le truc. Il faut savoir tromper l'autre pour pouvoir te nourrir de lui. Oh, c'est bien dit. La vie se nourrit de vie. C'est ça qu'il faut comprendre. La vie se nourrit de vie. Mais elle est belle cette phrase. Top Marius, elle est belle cette phrase. La vie se nourrit de vie. Mais oui, ça veut dire que l'un mange l'autre. On est tous des poissons. On est tous des poissons. Mais dans les poissons, il y a les requins et les sardines. Et les requins, ils bouffent les sardines. Bon alors attends, parce que Odile nous dit ne peut être libéré sexuellement avec son compagnon. Alors ça doit être on ne peut être libéré avec son compagnon, point d'interrogation. Ne peut-on être libre à deux, point d'interrogation. Et elle me dit tu as raison Bernie, le dialogue est toujours et encore, pardon. Et Evelyne me traite de Pinocchio, mais j'arrive pas à tirer mon nez. Ben écoutez, moi, je vous dis ce que la nature dit. Maintenant, vous voulez faire ce que vous voulez. Moi, je n'ai rien contre. Il va se Je n'ai fâcher. absolument rien contre. Mais alors, pourquoi se poser autant de questions? Arrêtez, vous allez me le fâcher ce soir. Attendez, si c'était si simplement ce que vous dites là, une question de confiance, ou bien que ça soit basé sur la communication, ou bien il faut encore faire confiance et ceci, cela. Si c'était si simple, vous ne croyez pas que les gens ils veulent pas faire confiance? Vous ne croyez pas que quand la personne se marie devant le maire ou devant le curé, il ne croit pas à ce Répondez. qu'il dit, je te serai fidèle, je subviendrai à tes besoins et tout ça. Tu ne crois pas qu'il est sincère à ce moment-là, la personne? Moi, je suis sûr que cette personne-là est sincère. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'après, ça bouge? Eh bien, c'est le fonctionnement du cerveau. C'est là qu'il faut aller voir. Mais merde alors, ça veut dire que mon cerveau ment. Ment ton cerveau. Il te ment. Il me ment. Bien sûr. Le salaud. Aïe, Ben oui. ça fait mal encore.
quand tu connaîtras réellement le fonctionnement de cet organe-là, moi, dimanche, je t'ai dit que le cerveau était un parasite. C'est vrai. Je t'ai expliqué pourquoi c'est un parasite. Oui, mais après, on va... En voulant survivre, ça fait faire des choses que tu ne voudrais même pas faire. Des fois, tu fais quelque chose, après tu dis, c'est moi qui ai fait ça. Hein. C'est pas possible. Mais tu l'as déjà fait. Tu te rends même pas compte que tu le fais. Mais le cerveau, il sait pourquoi il te le fait faire. C'est pour son intérêt. L'intérêt que tu ne peux peut-être pas percevoir, ouais. Cet intérêt-là, il existe. Attends, La survie du cerveau. Ouais. Je t'ai expliqué comment il te fait bouffer ton propre corps. Totalement. Il débranche tout, sauf le cerveau. Donc il se débranche pas lui-même. Attends, parce que... Eh bien oui. Eh bien, en matière de relations humaines, c'est le même fonctionnement de ce cerveau-là qui fait que quelqu'un va rester avec une autre personne ou pas. C'est vrai, ça. L'hormone de l'attachement, l'hormone qui fait que tu t'attaches à quelqu'un. Ouais. Dans le cerveau que ça se situe, c'est l'ocytocine. Donc que ça soit en amour ou en amitié, c'est l'ocytocine. Mais l'hormone de l'attachement, ça veut dire ce qui te permet de t'attacher à quelque chose, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit... Tant qu'il y a de l'émotion... De l'ocytocine. J'ai mon téléphone. Oh, mon précieux. Ça marche? Oui, tu peux dégager d'énormes quantités de dopamine, c'est-à-dire l'hormone de la récompense, comme quelqu'un qui fume un joint ou quelqu'un qui fait un shoot de cocaïne. Chérie, je t'ai trompé avec mon téléphone. Quoi? Non, je disais chérie, je t'ai trompé avec mon téléphone. Mais tu rigoles. Il y a eu un sondage récemment qui a été fait au sujet des téléphones portables. Ouais. Les personnes disent qu'ils ont plus de plaisir avec le téléphone portable qu'avec leur conjoint. Ah, est-ce que ça c'est de la tromperie? Mais pose-toi la question. L'affection que tu portes à ton téléphone, la manière dont tu le touches, la manière dont tu es toujours dessus, tu ne le quittes pas des yeux. Ce comportement-là, c'est un comportement addictif qui remplace les relations que tu aurais pu avoir avec une autre personne. Alors Marius, Christelle nous pose la question, et le cœur il en pense quoi? Le cœur ne pense pas. Ah. Le cœur c'est un organe qui sert qu'à pomper du sang dans des veines. Là, on a encore tendance à dire, ah, mon cœur saigne, ah, j'ai mal au cœur, machin. Non, ça n'a rien à voir. Mon cœur te dit, je t'aime. Non, c'est pas ça? C'est le cerveau qui te fait avoir toutes ces sensations. Mon cerveau te dit, je t'aime. Ça fait moins. Comment arrivaient les pensées. Je vous disais que c'était le monde extérieur qui influençait les pensées. Donc les pensées, par exemple, de mélancolie, la pensée du... comment on appelle ça, de la personne qui souffre parce que son copain ou sa copine l'aurait quitté ou l'aurait trompé. Eh bien, c'est ces informations-là qui vont arriver à ton cerveau par l'intermédiaire de tes sens et qui vont submerger tes pensées, subjuguer tes pensées et te faire voir les choses en noir. T'es en train de me dire que c'est à cause de mon cerveau que je deviens infidèle? Mais évidemment. Bien sûr, parce que les sens vont lui transmettre le fait que tu ne te sens pas bien dans l'environnement où tu es. Et le cerveau, justement, lui, son but, c'est de te faire survivre. Donc si l'environnement dans lequel tu te trouves est un environnement dangereux qui menace ta survie, va faire en sorte pour que tu quittes cet endroit-là. Odile te dit, je suis pas d'accord, Marius. Car tu peux faire... Non, mais comment expliquer que quelqu'un vit dans une maison avec ses enfants, sa femme et tout ça, laisse-moi... devait se dire sans rien dire à personne. Attends, Marius. Odile te dit pas d'accord, Marius, car tu peux faire penser ton cœur. Ben, via ton cerveau, point d'exclamation, bref. Christelle te dit, je suis pas d'accord. Mais c'est bizarre, parce que, écoute, toutes les chansons d'amour, c'est mon cœur te dit je t'aime, t'imagines si tu dis, mon cerveau te dit je t'aime? Écoute-moi. Mais tu viens de niquer tout le romantisme qui existait chez ces dames. Mais je m'en fiche, moi je suis pas là pour faire plaisir. Désolé si je devais faire plaisir, j'irais dans le sens de tout le monde. Ah voilà. J'irais la causerie. Ben exactement. Il n'y aurait pas de causerie, ça serait pas... Je ne peux pas admettre qu'on peut écrire. Tu peux faire penser ton cœur. Sachant que le cœur ne pense pas. Ben non, c'est un mécanisme. Ce sont les neurones qui fabriquent la pensée. Donc comment peut-on admettre de dire
faire penser ton cœur. Moi, je peux pas admettre ça. Parce que quand on meurt, le dernier organe qui s'éteint, c'est bien le cerveau, c'est pas le cœur. Mais voilà. C'est physique, c'est chimique. Alors qu'Odile, Il y a quelqu'un un jour qui a dit, ah ouais, mon cœur bat pour toi. Mais c'est son cerveau qui bat pour elle. C'est pas son cœur, c'est son cerveau. C'est son cerveau qui, grâce à ce qu'il voit, va fabriquer les fameux fantasmes dont on a parlé tout à l'heure là, pour lui donner une image mentale de ce que représentent les pulsions qu'il va avoir. Oui, c'est pas ton cœur qui imagine les fantasmes avec un ou plusieurs partenaires. Christelle nous dit, non, c'est le... Attends, Marius, Christelle dit, non, c'est le cœur. Le cœur est relié au cerveau. Ben oui, bien sûr. Mais tout est relié au cerveau, Christelle. Écoute, le cœur, si tu veux, c'est une station-service qui envoie du carburant au cerveau. C'est du sang que consomme le cerveau. Et le cœur, il est là pour pomper justement tout ce sang, toute cette énergie, tout cet oxygène jusqu'au cerveau, pour que le cerveau puisse fonctionner. Mais c'est justement ça. C'est pour ça qu'on peut remplacer un cœur d'une personne et en mettre un autre. À ton avis, si moi j'aimais avec mon cœur ma femme, par exemple, quand j'ai un accident, il faut qu'on me transfère un cœur, on va me prendre un autre cœur, on me met dans ma poitrine, et est-ce que c'est avec ce cœur-là que je vais aimer ma femme? Ah ben non, si tu as un arrêt cardiaque, on te remet un nouveau cœur, effectivement. Alors attends, parce que mea culpa, j'ai dû dire une bêtise. Je à aimer, comme vous me dites là. Moi, je n'aimerais plus ma femme, puisque le cœur n'est plus le mien. Alors, attends, mais peut-être que j'ai dit une bêtise, parce qu'Odile a dit, j'ai bien précisé, via ton cerveau, Marius, il faut lire et comprendre. Mais là, c'est pas de la faute à Marius, là, c'est de ma faute, Odile. Evelyne nous dit, c'est une belle image, notre cœur, quand même. Régine nous dit, mais où est passé le romantisme de Marius? Il n'y a pas de romantisme dans la nature. Bah, Marius, c'est pas romantique, alors? Je dis, il n'y a pas de romantisme dans la nature. Bah Régine, j'aurais pas la réponse, hein. Déjà, le romantisme est arrivé au début de la Renaissance, fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire la cour, à chanter des ballades, à faire tout ce genre de cinéma autour des belles. Mais sinon, avant, c'était pas ça. Les gens se troustaient, et puis voilà. Alors attends, le romantisme est né d'une mode, surtout dans l'aristocratie. C'était pas dans les chants que les gens allaient chanter fleurette. Donc le romantisme, c'est pas quelque chose qui était là dès le départ. Marius, on a inventé ce romantisme. Ne dit-on pas qui écrivait des vers et tout cela. Ne dis donc pas conter fleurette, cher ami. Justement, c'est à partir de cette époque-là que ce genre de paroles ont commencé à émerger dans l'aristocratie, et puis après à ruisseler dans la paysannerie, enfin le bas peuple. Bon, alors... Aujourd'hui, on peut se targuer de dire ouais, je suis romantique. Mais non, avant on était bestial. Bon alors Rémi a compris ce que tu as dit, parce que dit j'ai un cœur à vendre, peu servi. Dimitri nous dit, alors attends, parce que Dimitri il en a écrit une tartine, on peut être attiré par un laidron et puis dire non. Laidron selon vos propres critères, car nulle personne n'est laide immensément. Voilà, ça c'est dit. Il y a bien un proverbe qui dit chaque canari a son couvercle. Oui, ou chaque poubelle a son couvercle, ça marche aussi. Exactement. Donc du coup, forcément, quelqu'un trouvera une autre personne à son goût ou inversement. Ben voilà. Mais même dans ces cas-là, des fois, certaines personnes belles, aristocrates, sophistiquées, qui sont avec un homme, se voient tromper. L'homme va voir une femme moins belle, moins attirante que sa propre femme qui était super et tout. Comment expliquer ça? Sauf si elle est brésilienne. Ce n'était que par quelque chose de matériel. Non, ça se passe dans le cerveau. Les phéromones, par exemple, on peut, comment dire, transporter avec soi-même, comme les animaux aussi le font. Les abeilles, les fourmis, enfin même... Comment, à ton avis, un mâle chien sait qu'il y a une femelle en chaleur à au moins 3 ou 4 kilomètres? Mais il le sent tout simplement à cause des phéromones. Mais nous aussi. Pardon, grâce aux phéromones. Nous aussi, on a ce même phénomène en nous, sauf qu'il est moins prononcé. Pourquoi? Parce qu'on savent.
Mais on l'a. Mais pourquoi pas? De toute manière, c'est ça les pulsions. Mais pourquoi on le ressent plus? Parce que justement, on se lave tous les jours. Et puis, on a abruti notre sens olfactif. Avec des parfums, avec tout ça. C'est plus le sens nécessaire pour se protéger. Parce qu'avant, il fallait sentir l'ennemi. Tandis qu'aujourd'hui, on a des caméras de surveillance, on a la police, on a tous ces moyens de sécurité qui atrophient nos sens. Mais que fait la police? Régine nous dit, mais c'était Trousse chemise, chantait Aznavour. Sauf que le romantisme était bien là pourtant. Non, mais ça c'est... Marius, il dit côté naturel, scientifique. Le romantisme n'existe pas. C'est ce qu'on vient de dire. J'espère que vous savez tous que Aznavour est né après la Renaissance quand même. Donc le romantisme existait à l'époque d'Aznavour. Désormais, mais si vous m'aviez dit par exemple qu'au XIe siècle, quelqu'un parlerait de romantisme, je vous dirais non. Apportez-moi la preuve ou inscrit quelque part dans l'histoire avant la Renaissance où on parlait de romantisme. Est-ce que vous avez la réponse, vous qui êtes là, connectés sur le Facebook Live? Moi, j'ai une petite idée quand même. Tu sais, fais une recherche dans ce qu'ils appellent le livre le plus sacré, le plus ancien, tout ce que tu veux. Regarde où c'est marqué à un moment donné qu'un homme dit à une femme « je t'aime » ou une femme dit à un mari « je t'aime ». Dans quel livre tu parles, là? Dans la Bible. Ah, pardon, excuse-moi, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes écritures. Ben oui, mais... Certains ont la Torah, d'autres ont le Coran. Hein. Tu risques tout simplement pas d'en trouver. Tu vas voir qu'un tel aimait un tel, mais que l'intéressé le dise, c'est ça le romantisme. Ouais. C'est approuver, c'est dire son amour. Eh bien, regarde dans la Bible, combien de fois tu vas voir ça? Est-ce que tu vois Caïn crier son amour pour Abel? Eh bien, justement. Pas que je sache. Bah là on parlait de se laver, Rémi nous dit, tu penses que les animaux ne se lavent pas? Détrompez-vous, j'ai pas dit qu'ils ne se lavent pas. Nous, on ne se lave pas en se léchant. Et voilà, sinon on aurait encore les odeurs de phéromones et tout ça. Evelyne, peut-être que le romantisme a tendance à disparaître. Ah bah tiens, c'est une bonne... Il est apparu un jour. Eh ben voilà. Un jour. C'est ça qu'il faut se dire. Si quelque chose est apparu un jour, et qu'on sait pourquoi cette chose est arrivée, on peut aussi savoir qu'est-ce qui fera que cette chose-là disparaîtra. Et on le voit aujourd'hui, qu'est-ce qui peut le faire disparaître, ce romantisme? C'est-à-dire tout ce qu'on voit sur l'Internet actuellement, avec tous les réseaux sociaux, des sites de rencontres qui te permettent soit de rencontrer un tel, soit de rencontrer ceci ou cela. J'ai même vu un site où c'est réservé pour les relations extra-conjugales. Ah oui, c'est possible. Ben, il faut le faire quand même, c'est-à-dire que c'est destiné à des personnes qui veulent tromper leur mari ou tromper leur femme. Régine, t'arrives pas à comprendre. Mais en fait, je t'explique. Elle comprend rien, Marius, j'abandonne. Je t'explique. Marius, il est du côté de la science. Et au niveau de la science, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas le cœur qui saigne parce que tu me manques, il n'y a pas tout ça. C'est ça que je pense que tu n'as pas compris, Régine. Bon, eh ben écoutez, moi sur ces paroles, oui, je pense que demain, il y a le choix entre deux sujets. Est-ce que vous pensez qu'il faut une journée hommage comme Johnny Hallyday a eu pour Charles Aznavour? Et le deuxième sujet, c'est pourquoi tous ces ministres s'en vont sous le gouvernement Macron? Bon, ça, vous laisserez dans les commentaires si vous voulez l'un ou l'autre, ou je pense qu'il y aurait les deux. Bon, et ben sur ce, et ben oui, il est 21h09, on va passer à la conclusion, Marius. Ben écoute, moi, ce que je dirais dans tout cela, chaque personne, encore une fois, hein, vit avec une autre personne ou pas, et il reste ou pas selon ses envies. Des fois, on dit que la femme veut changer l'homme, mais moi, je pense que l'homme, il veut surtout changer de femme. D'accord, ça c'est ta conclusion. Ah ouais. Ok. Moi, je me pose la question, est-ce que l'homme est l'avenir de la femme ou la femme est l'avenir de l'homme? À vous d'y répondre, en tout cas, je vous embrasse. On vous dit demain 20h20 pour une autre causerie. Bye bye. Salut, bye bye.